Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Jean-Philippe Prosper, jusqu'à récemment vice-président Afrique subsaharienne, Amérique latine et Caraïbes de la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale. Soyez le bienvenu. Merci. Alors vous avez sur cette table des questions qui vous sont posées. Vous êtes au fait de toutes les activités de la SFI. Alors veuillez, s'il vous plaît, lire à haute voix la première question avant que nous en discutions. Bon, voilà. Comment évoluent les opérations d'investissement et de services conseils de la SFI en Afrique? Les activités de la SFI évoluent bien. L'année fiscale qui vient de s'écouler, donc qui a pris fin au 30 juin, la SFI a eu un volume d'activité de 3,6 milliards de dollars aux ressources à long terme, comparé à environ 3 milliards l'année dernière, ce qui veut dire une croissance de l'ordre de 20%. En même temps, tout ce qui concerne les activités, ce qu'on appelle trade finance en général, la SFI a fait environ 1,2-1,4 milliards, ce qui fait qu'au total, la SFI a mis environ 5 milliards de dollars sur l'Afrique subsaharienne. L'un des objectifs de la SFI est d'éliminer la pauvreté. Pourquoi cet objectif? Pourquoi? Expliquez-nous. Quel est l'intérêt pour la SFI de mener ce combat? La SFI fait partie du groupe de la Banque mondiale. Donc ceci fait partie de la vision globale du groupe, telle qu'a été présentée par notre président Jim Kim il y a quelques mois, où il a parlé de deux grands objectifs. La réduction de la pauvreté, en fait, il parlait les 40% les plus défavorisés. Donc réduire tout cela, et croissance partagée, et également où il y a une meilleure répartition des richesses. Voilà pourquoi on parle de ceci aussi pour la SFI. Maintenant, la SFI le fait comment? À travers le secteur privé, alors que le reste du groupe de la Banque mondiale le fait en général à travers le secteur public. Et entre votre arrivée, parce que vous avez fait 3 ans en tant que vice-président de la SFI, entre le moment où vous êtes arrivé et maintenant, est-ce que vous trouvez qu'effectivement le secteur privé sur le continent africain est plus dynamique? Ah, sans doute, absolument, sans doute. Et je dirais pas seulement entre le moment où je suis arrivé, mais je prendrais, disons, entre l'époque où j'ai vraiment commencé à travailler sur l'Afrique, en fait. Dans les années 2003, je me souviens, autour de l'année 2004, la FSI faisait un volume d'affaires de 140 millions de dollars par année, à peu près, sur l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, vous imaginez la croissance exponentielle, on parle de 5 milliards de dollars par rapport à 140. Et ceci est dû à un certain nombre de facteurs, y compris en particulier quand même les réformes qui ont été mises en place par les gouvernements d'Afrique pour améliorer le climat d'investissement et aussi les réformes macroéconomiques, fiscalité et tout le reste. Des réformes que vous accompagnez? Tout à fait, que nous accompagnons particulièrement au niveau, enfin si je parle de SFI, au niveau de tout ce qui est climat d'investissement. Au niveau mondial, c'est au niveau macroéconomique, au niveau politique macroéconomique. Et on précise bien, Afrique subsaharienne, pourquoi cette distinction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne? Les réalités ne sont pas les mêmes? C'est une distinction historique chez nous où nous avons un département Moyen-Orient et Afrique du Nord qui s'appelle MENA et un département Afrique subsaharienne. Dans le département Moyen-Orient, Afrique du Nord, les montants que vous allouez sont plus importants ou non que ceux alloués à l'Afrique subsaharienne? Les montants en Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne est la deuxième région après l'Amérique latine, la plus importante au niveau de la SFI, en ce qui concerne notre volume d'activité. Vous vous intéressez aux pays dits fragiles ou touchés par certains conflits. Il est plus risqué d'y investir? Ça va de soi, c'est notre rôle. N'oubliez pas que nous sommes une institution de développement. Pourquoi les pays membres auraient intérêt à mettre de l'argent dans une institution comme SFI, finalement, qui sont les propriétaires de la SFI, sont les pays membres, il vaudrait mieux qu'ils aillent mettre cet argent dans une banque commerciale, si l'objectif était purement du profit. En fait, nous avons encore un rôle beaucoup plus important dans les pays fragiles. Et l'année dernière, nous avons considérablement augmenté nos activités dans les pays fragiles. Nous faisions à peu près une vingtaine de projets par année dans les pays fragiles. L'an dernier, nous avons plus que doublé, nous avons fait 43 projets dans les pays fragiles. Et la grande majorité des pays fragiles, plus de 50% d'entre eux, sont en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que vous considérez comme étant un pays fragile? Écoutez, un pays fragile... en Afrique subsaharienne, par exemple? Je ne parlerai pas seulement en Afrique subsaharienne, je dirais en général, pays fragile, qui a un certain nombre de problèmes. On regarde en termes le niveau de la pauvreté, en termes du produit intérieur brut par habitant,
ce genre de choses. Voilà, donc c'est un pays qui peut aussi être en guerre, donc où les activités ne fonctionnent pas normalement comme dans d'autres, parce qu'il y a ce genre de fragilité. Si on prend 3 pays, par exemple en Afrique, on va prendre en Afrique de l'Ouest, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Est-ce que selon la SFI, ce sont des pays fragiles? Vous savez ce qui s'était passé au Mali. Le Mali commence à si vous voulez, à recouvrer un petit peu ce qu'il a connu dans le temps. C'est un pays fragile à cause de la guerre, tout ce qui s'est passé au Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas complètement sortie, bien que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. La Côte d'Ivoire est considérée un pays fragile. Le Nigeria n'est pas considéré un pays fragile. La seconde question, s'il vous plaît. Alors, la seconde question. Qu'est-ce qui singularise l'Afrique subsaharienne? L'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes. Pourquoi associer les trois et quelle est la particularité du continent africain? Il y a eu un regroupement, si vous voulez, géographique, parce qu'il fallait un petit peu partager les tâches. Qu'est-ce qui singularise l'Afrique subsaharienne? C'est le continent où il y a le plus de pays pauvres, mais en même temps, le grand paradoxe, c'est le continent où il y a le plus de ressources, si vous voulez, que ce soit les ressources naturelles, vous savez, les ressources minières ou autres, etc. Et c'est un continent qui a énormément de potentiel. Et en fait, on est en train de le voir aujourd'hui, c'est le continent, quand on regarde avec la croissance démographique, qui dans les 25 prochaines années pourrait devenir, si nous canalisons les ressources comme il le faudrait à ce continent, le moteur de l'économie mondiale. Donnez-nous l'exemple d'un pays en crise, par exemple, dans lequel vous avez investi, vous vous êtes investi, et comment on parvient à essayer de redresser l'économie de ce pays, ou en tout cas de redynamiser le secteur privé. Je parle de l'activité de la SFI proprement dit. Je parle d'améliorer le climat des investissements et également emmener des investisseurs. Si je prends la Côte d'Ivoire, c'est l'un des meilleurs exemples où nous avons investi, je dirais, au cours de ces, je dirais à peu près 24 derniers mois, environ $1 milliard dans le secteur de l'énergie. C'est un pays où il y a eu un bond considérable au niveau de l'amélioration du climat des investissements et nous avons travaillé de manière très étroite avec le gouvernement pour améliorer le climat des investissements et où nous avons vu également beaucoup d'autres investisseurs à part la SFI retourner en Côte d'Ivoire. C'est un pays en crise que je prenais comme exemple, ou je dirais même un pays modèle pour la plupart des pays qui font face à des crises. Et d'autres sont plus complexes, effectivement. Est-ce qu'au Mali, vous avez fait des tentatives pour aller dans ce sens-là? Écoutez, au Mali, par exemple, récemment, nous avons signé des accords pour 2 projets de production électrique, de génération électrique, un en énergie solaire, et l'autre, on parle de 35 MW, et l'autre en énergie hydroélectrique, on parle de 32 MW. Ce sont des projets considérables, importants pour le Mali, où il y a un déficit énergétique considérable. Je pense que c'est un pays également qui commence, si vous voulez, à se redynamiser. Et quels sont les pays, selon vous, où il est le plus difficile, enfin, où il est difficile justement de mettre en place toutes vos actions? Je ne ferai pas de singularité ou d'un pays ou d'un. Je dirais en général, ce qu'il faut, c'est une volonté des dirigeants de coopérer et d'œuvrer, parce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons aider à changer. Mais il va falloir que les acteurs sur place soient prêts à le faire et puissent accompagner. Et c'est ce que nous avons vu en général en Afrique. Si je parle de l'ensemble du continent, au cours des 10 à 15 dernières années, ce qui nous a permis de décupler nos investissements comme nous l'avons fait. Nous allons terminer cette interview avec la question Joker. Alors sans détour, Monsieur Prosper. Confirmez-vous ou infirmez-vous le fait que la SFI ne procède pas à des vérifications ou aux vérifications nécessaires pour identifier et gérer les risques avant d'investir dans des tiers prêteurs? C'est-à-dire des personnes, des intermédiaires, lorsque vous voulez investir dans certains gouvernements, dans certains pays. J'affirme, ça fait partie dans notre due diligence de départ, c'est le minimum, c'est la première activité. Nous confirmons avec qui nous travaillons, ça c'est le minimum. Et est-ce que vous arrivez à avoir aussi des confirmations en ce qui concerne les domaines dans lesquels vont aller vos fonds et on a vu un exemple dans les médias, celui de l'État de Lagos, où l'un de vos investissements, censé justement redynamiser le secteur de l'immobilier, ou en tout cas aider le secteur de l'immobilier à être plus performant, a été suivi, mais les populations qui vivaient dans ces endroits-là ont été chassées par les autorités. Donc est-ce que vous avez un moyen ou la possibilité de vérifier que les États mettent bien en place vos recommandations avant d'agir?
quand nous finançons les investissements, il y a un certain nombre, si jamais il y a des déplacements de population à faire, tout ceci était fait en accord souvent d'abord avec les normes du groupe de la Banque mondiale. Et je ne connais pas le cas particulier dont vous parlez, je ne connais pas les détails de ce que vous dites actuellement. Cela dit, je devrais vérifier, mais tout ce que je dirais, c'est que parfois il y a des erreurs dans ce qui se passe, mais en général, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'assure que ce genre de choses n'arrive pas parce que ça fait partie de nos règles de travail, de nos normes de travail dans le groupe de la Banque mondiale. Et est-ce qu'en tant que personne lambda, le public a la possibilité de connaître la destination des investissements de la SFI? Il n'y a pas de secret. Nous disons à quoi nos investissements vont servir. D'abord, nous avons ce que nous appelons le Summary SPI, enfin une information sommaire au départ, avant même de faire un projet. Vous pouvez aller sur le site web et vous voyez exactement dans quel secteur la SFI va investir, comment les fonds vont être utilisés, etc. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah non, 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 on pose des questions sur tel ou tel secteur et nous sommes là pour clarifier. Il n'y a absolument aucun problème. Tout est ouvert chez nous. » Donc vous connaissez la destination réelle de tous vos investissements? Absolument. Et vous faites un suivi? Absolument. Merci à vous, Monsieur Prosper. Jean-Philippe Prosper, on rappelle donc que vous étiez jusqu'à récemment vice-président Afrique subsaharienne, Amérique latine et Caraïbes de la Société financière internationale. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.